frère du président vice-premier ministre, ministre de la Défense. Le nom de Tene Birahima Ouattara est aujourd'hui au cœur d'un débat national. Faut-il voir dans cette nomination une simple récompense familiale, ou la reconnaissance d'un parcours politique et administratif solide? Compétences, loyauté, succession, constitution, gouvernance. Les avis s'affrontent et la polémique enfle. Dans cette vidéo, nous allons dépasser les slogans et les passions pour analyser les faits, le parcours de l'homme, les arguments des défenseurs comme des critiques, et les enjeux réels pour la Côte d'Ivoire. Si je dois analyser ce poste de premier vice-ministre, je dirais que c'est une ancienne nouveauté. Une ancienne nouveauté parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un poste de vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Je crois qu'en 1959, on a eu un poste de vice-premier ministre. Il y avait le premier ministre, bien sûr, et puis il y avait le vice-premier ministre. Donc le retour de ce poste-là, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est inédit, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. La deuxième chose, c'est de l'analyser même dans la forme, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques. Les gens ont essayé d'assimiler la création de ce poste-là à une sorte de substitution au Premier ministre Robert Begré-Mambé, mais c'est de leur dire qu'il y a eu deux décrets. Donc il y a eu d'abord le décret qui nomme le Premier ministre. Ensuite, il y a eu le décret qui nomme les membres du gouvernement. Donc c'est deux décrets totalement différents. Et le décret qui nomme les membres du gouvernement, c'est dans ce décret-là qu'il y a le vice-premier ministre, qui est un membre du gouvernement à part entière. La différence, c'est qu'il est un cran au-dessus des ministres d'État, mais il est membre du gouvernement. Donc c'est ce qu'on peut dire pour le moment en ce qui concerne la forme, relativement à la création du poste de vice-premier ministre. Peut-être que dans le fond, plus tard, on pourra y revenir. Bien sûr. André Sylvain Conan. Article 70 de la Constitution ivoirienne, le président de la République nomme le Premier ministre chef du gouvernement, il met fin à ses fonctions. Et dans l'alinéa 2, l'article dit, sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement. L'article dit bien les autres membres du gouvernement. Dans l'article 81, on lit, le gouvernement comprend le Premier ministre, chef du gouvernement, et les autres ministres. Vous voyez que dans le premier article, on dit les autres membres du gouvernement, et dans l'article suivant, on dit les autres ministres. Dans l'article 67, on dit le président de la République est le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Je pense que c'est dans ce sens que depuis toujours, quand vous notez bien l'article 70, qui n'a pratiquement pas changé depuis bien longtemps, le poste de ministre d'État, par exemple, n'apparaît pas dans la Constitution en tant que tel. Et pourtant, du président Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, en passant par les présidents Henri Konan Bédié, les présidents Laurent Gbagbo et même le général Robert Guéry, il y a eu des ministres d'État, il y a eu des ministres délégués, il y a eu donc, par exemple, sous le président Henri Konan Bédié, il y a eu des ministres résidents, Ayam Soukro par exemple, et c'est par rapport à cet article 67 qui fait du président de la République le chef de l'administration que, par exemple, le président Laurent Gbagbo décide que l'inspection générale d'État, qui était alors une direction, devient une institution. Et donc, c'est la Constitution de la Côte d'Ivoire qui permet au président de la République de faire ses nominations. Personnellement, dans le pouvoir d'avoir l'opportunité de la création des postes. Personnellement, j'aurais souhaité qu'on s'en tienne à ce qui est écrit dans la Constitution, à savoir Premier ministre, ministre, point à la ligne. Mais la Constitution, les textes eux-mêmes donnent la prérogative au président de la République de nommer des responsables de l'administration aux postes et aux fonctions qu'il veut. Et donc, c'est tout à fait dans son droit. Par ailleurs, je note que, en fait, dans ce nouveau gouvernement, il faut bien regarder, il faut retourner au discours prononcé par le président de la République en fin d'année. Vous noterez qu'il avait mis l'accent sur la défense et la sécurité. Donc, c'est une mise en puissance de la défense du fait du contexte sous-régional et international. Alafé Wakili. Moi, les deux intervenants précédents. Les deux intervenants ont déjà dit l'essentiel, mais je pense que les réactions, ce qui suscite réaction, c'est peut-être l'identité du vice-premier ministre. Puisqu'il vient d'être démontré que ce n'est pas un acte illégal, ce n'est pas un acte inconstitutionnel, ce n'est pas un acte antidémocratique. Je pense que c'est l'identité et la personnalité du vice-premier ministre qui dérangent. Peut-être que si une autre personnalité avait été nommée vice-premier ministre, je ne sais pas, Anou Loto ou Kaba Nialé, peut-être il y aurait eu moins de commentaires. Mais la question est de savoir pourquoi l'identité, pourquoi le vice-premier ministre peut tant déranger.
Pourquoi ce soupçon qu'il ne va pas s'entendre avec le Premier ministre chef du gouvernement, alors que selon le décret, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui l'a proposé? D'emblée, c'est ce que moi je peux dire. Je veux dire que ce qui inquiète, c'est l'identité du vice-premier ministre. Mais pourquoi l'identité devrait déranger? Bon, quand on va plus loin, le fait qu'il soit le frère cadet du président de la République peut gêner des gens. Le problème, c'est qu'il est ministre d'État, ministre de la Défense, sans que ça dérange. Je ne comprends pas pourquoi, quand il devient vice-premier ministre, ça peut déranger. Il était ministre d'État, ministre de la Défense. Il a été ministre à la présidence de la République. Il gère l'armée de Côte d'Ivoire, un domaine important, un ministère de souveraineté. Il le fait bien d'ailleurs, ça ne dérange pas. Mais quand il devient vice-premier ministre et plus si affinité, ça dérange. Il faut peut-être poser la question à ce que ça dérange. Très bien. Sylvain Guédé-Debaï? Oui, nous avons regardé un peu ce gouvernement. Mais je dirais que c'est un gouvernement RHDP avec ses particularités, avec ses points forts et ses points faibles. Ce que je voudrais noter également, c'est que normalement en Côte d'Ivoire, la nomination des membres du gouvernement est à la discrétion du président de la République. C'est son pouvoir discrétionnaire de nommer les hauts fonctionnaires, les ministres. Et donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de polémique possible, puisque au regard de la Constitution... Bon, c'est-à-dire que le président de la République peut créer, par exemple, un vice-ministre de l'Éducation nationale, deux vice-ministres des ressources animales et halieutiques, des ministres adjoints. Il a cette opportunité, selon le développement fait par André Silva Conan. Et c'est légal. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment à sa discrétion. Et c'est lui qui sait pourquoi il nomme tel ou tel à tel ou tel poste. Mais il y a aussi, comme dans toute entreprise, on parlerait de fiche de poste. Qu'est-ce qu'il met là-dedans? Qu'est-ce qu'il met dans cette dénomination? Donc, à ce niveau, pas de problème. Justement, je vous demanderai tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dans ces prérogatives? Oui, mais si vous voulez, on peut anticiper. C'est un vice-premier ministre, c'est-à-dire que d'emblée, on dirait qu'il supplée le Premier ministre quand il n'est pas là. Voilà. Bon, et qu'il coordonne aussi l'action gouvernementale. Tout à fait. En tant que ministre d'État par le passé, c'était comme une fonction de vice-premier ministre qu'il assumait déjà. Donc, dans ce gouvernement-ci, le président a décidé de clarifier beaucoup plus sa position dans le statut. Je note également que dans ce gouvernement RHDP, il y a des carriéristes. Quand je dis carriéristes, ce sont des gens, des ministres qui ont commencé depuis l'ère Ouattara et qui continuent encore. Anou Loto, comment on l'appelle, des gens comme le général Vagondo, etc. Il y a bien d'autres. Voilà, oui, mais... S'il vous plaît, laissez-le. Si vous avez des observations, vous les ferez plus tard. Donc, il les a maintenus à ces postes. Ce sont ces hommes de confiance. Là-dessus également, bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Je note également que c'est un gouvernement politico-technocratique, parce que, outre ce que j'appelle les carriéristes, qui sont les fidèles du président de la République, et qui sont même des politiques avérés, il y a une certaine dose de changement en introduisant des personnalités qu'on ne connaissait pas toujours. Je vais pour preuve le ministre de la Transition numérique. Djibril Ouattara. Oui, qui était un technocrate avéré. Djibril Ouattara, qui a été l'ancien patron de MTN Côte d'Ivoire, qui est un diplômé de MIT aux États-Unis. Donc, il est au poste qu'il mérite. Voilà. Ce que je ne savais pas de lui, c'est que je ne savais pas qu'il était RHDP à l'époque. Bon, justement, on ne dévoilerait pas toutes les facettes de l'homme. Est-ce que c'est son militantisme qui a prévalu à sa nomination au gouvernement? C'est une autre question. Voilà, écoutez, dans ce gouvernement, et par habitude, Alassane Ouattara ne nomme pas des gens qui ne sont pas RHDP. C'est une autre question. Qui ne sont pas de son parti. Voilà, donc s'il a été nommé, c'est que peut-être que quelque part, il épouse bien il est à tout le moins sympathisant. Le président de la République, et puis bon, peut-être que, bon, quelque part, il a eu un militantisme, même s'il n'est pas avéré, mais qui a permis au président quand même de le repérer, de le nommer. Donc, c'est un gouvernement qui aussi, quand on regarde bien, fixe le cap pour 2030. Parce que 2030, le président a parlé de transmission générationnelle du pouvoir. Quand on a regardé les premières nominations après l'élection législative, on a vu Patrick Hachi à l'Assemblée nationale, et puis après... Deuxième acte, la nomination du Premier ministre. Bon, jusque-là, c'est toujours les mêmes personnes, ça ne surprend pas. On a pensé qu'avec la formation du gouvernement, il allait y avoir vraiment beaucoup de changements. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de changements, donc le président dit qu'il fait confiance encore à l'équipe et qu'il va continuer, et puis bon, peut-être au fur et à mesure, introduire d'autres personnalités.
Bon, voilà, vraiment, voici ce qu'on peut dire, ce que je peux dire vraiment sur ce gouvernement. Il y a aussi des dénominations qui ne changent pas beaucoup. Voilà, c'est seulement qu'au niveau du ministère de la Santé, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a le volet couverture maladie universelle qui n'a pas été retenu. Si. Ça a été retenu. C'est la même chose. Voilà, OK. Ça a été donné. Mais je veux dire que dans les dénominations, c'est une façon pour celui qui nomme de mettre vraiment un accent sur les choses telles que il veut Sur l'importance des urgences et des défis. Voilà, il a promis une grande Côte d'Ivoire. Je pense que des dénominations qu'on regarde, peut-être qu'il se dit c'est cela qui va contribuer à la grande Côte d'Ivoire, à la grande nation également qu'il veut construire. Très bien. Donc on regardera, maintenant que le gouvernement est formé. Tout à l'heure, vous avez parlé dans le sujet, je crois qu'il y a des défis. Dans le prochain sujet, très bien. Dans le prochain sujet, on reviendra sur les défis, évidemment. Alors, Augustin Couillon, allez-y. Bon, moi, en termes de nouveau, forme de nouveau gouvernement, je crois qu'il s'agit plutôt d'un gouvernement remanié. Oui, voilà. Ça ressemble beaucoup plus à un aménagement technique. Un réaménagement. Un réaménagement technique du gouvernement qui était là. Bon, évidemment, c'est le même président, donc il reconduit, voilà. Et ceux en qui il fait confiance, évidemment, la création du poste de, disons, vice-premier ministre a sauté aux yeux, parce que, voilà, il y a certes le poste qui est nouveau parce que, bon, Doumbia a parlé de 1959, bon, ça c'est vrai, mais bon, pour la Côte d'Ivoire indépendante, c'est nouveau. C'est nouveau, mais comme Alafé l'a dit, il y a aussi le fait que ce soit occupé par le petit frère du président. Voilà, et parce que on sent une montée en puissance du frère de photocopie. C'est son nom. Non, c'est pas son nom. C'est son petit nom. Son Si petit vous nom. voulez. Tout le monde sait que c'est l'autre Ouattara, l'autre président, disons que il est le petit frère du président et voilà, il a quitté la présidence où il gérait les affaires présidentielles. Tout ça. Et puis, ministère de la Défense et maintenant vice-premier ministre. Donc, beaucoup de gens se disent, bon, de vice-premier ministre, peut-être que il sera... il n'y a qu'un pas. Voilà, il n'y a qu'un pas. Donc, c'est normal que ça fasse, je ne dirais pas que ça fasse jaser, mais que ça suscite des commentaires parce que les gens pensent déjà à l'après-Ouattara. Et on se demande si le président Ouattara n'est pas en train de positionner son petit frère pour lui succéder. On se souvient que le nouveau président de l'Assemblée nationale avait dit je crois que c'était à l'occasion de la présentation de la candidature du président Ouattara, que c'est le plus populaire parmi nous. Ça, c'est quelque chose que les gens ont retenu. Donc, on a le sentiment qu'il y a une montée en puissance du ministre de la Défense, voilà, et que il va vers de plus en plus vers le sommet. Maintenant, voilà, parce qu'avant cette formation, avant ce gouvernement, il y a eu beaucoup de rumeurs. Beaucoup de gens l'attendaient même au perchoir, à l'Assemblée nationale. Il y a eu même des articles des journaux qui disaient qu'il allait être le président de l'Assemblée ou encore ou vice-président pour, en cas de cas, succéder directement au président de l'Assemblée, au président de la République. Donc, c'est vraiment la nouveauté qui est là, la vice-primature. Et puis, l'autre nouveauté, c'est le départ de l'éléphant du Zanzan à Djoumani. C'était quand même... on ne s'y attendait pas, en tout cas. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps qu'il est au gouvernement. Moi, si mes souvenirs sont bons, c'est depuis au moins 2000, sous le président Il a fait Gbagbo. 17 ans au total. 17 ans, voilà, c'est beaucoup. 17-18. Non, je pense qu'il a fait plus que ça, parce qu'il y a les 15 ans du président de Alassane Ouattara. Et puis, pendant le... Il n'a pas fait tout le mandat du président Gbagbo. Oui, sûrement, parce qu'il y a eu un moment où il a été sorti. Augustin Couillon, au total, ça fait 17 ans. Voilà. Bon, non, je pense que ça fait un peu plus. 17-18 ans. Bon, disons. d'accord, on verra. Mais donc, le fait que l'éléphant du Zanzan sorte, c'est quand même quelque chose qui est important, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte aussi, enfin, pas aussitôt, mais en tout cas qu'il sorte. Deuxièmement, il y a quand même des classiques du régime qui sont maintenus dans le gouvernement. Anou Loto, c'est
c'est l'éléphant de l'Ouest. Il faut calmer. Bon, c'est le temps des éléphants. Donc voilà, elle est bien en place. Il y a d'autres, comme le ministre aujourd'hui qui devient de plus en plus classique, le ministre Koné Bruno, qui hérite de l'agriculture. Oui, hérite de l'agriculture. Bon, donc, moi, ce sont mes premières remarques sur ce gouvernement en réitérant le fait que ce qui suscite la passion, disons, la polémique, c'est le fait que voilà, le petit frère du président monte en puissance. Okay. Et les gens s'interrogent sur l'avenir. Est-ce que M. Ouattara prépare sa succession dès maintenant? Voilà. Très bien. Arthur Banga? Je vais commencer par la fin d'Augustin. Si on s'interroge sur Tené Brahima Ouattara parce que c'est le frère du président. Ça ne doit pas être un handicap. J'ai l'impression que son crime, c'est d'être le frère du président. On oublie tout son parcours. On oublie que quand même, il a été cadre de banque. Il a été fondateur du RDR. Il est rentré comme DAF du RDR. Et entre DAF du RDR, il est rentré comme DAF de la présidence, ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense. Mais personne ne me remet en question ses qualités, ses compétences. Il a quand même démontré des qualités, il a quand même démontré des compétences. Donc, si on est tous d'accord que depuis qu'il y a le ministère d'État, le ministère de la Défense, on a répondu de façon efficace aux attaques terroristes dans le Nord, on répond de façon efficace à des questions comme la drogue, notre armée monte en puissance, donc son travail n'est pas remis en cause. Quand on regarde son bilan comme trésorier du parti, comme ministre des Affaires présidentielles, ce n'est pas remis en cause. Donc, il ne faut pas non plus l'incriminer parce qu'il est frère du président. Quelqu'un d'autre aurait eu ce parcours-là, est-ce qu'on allait se poser cette question? Mais en plus, c'est un élu. Il a gagné des élections législatives à Kong, des élections du conseil régional dans le Tcholgo, pas plus tard qu'hier des élections législatives à Bobo. Donc, il ne souffre d'aucun crédit, d'aucun discrédit, j'ai envie de dire. On se focalise sur son positionnement du frère du président, comme si on souhaite que ce soit un handicap. Autant on ne doit pas le discriminer ou le favoriser parce qu'il est le frère du président, autant on ne doit pas le discriminer parce qu'il est le frère du président. Moi, j'aurais aimé que ceux qui contestent sa promotion me disent que, par exemple, quand il était ministre de la Défense, il a échoué. Que, par exemple, sur tel aspect, c'est pas bon. Mais ils ne le disent jamais. Et c'est dramatique. Et quand on parle de la place de la famille, de l'ethnie, du tribalisme dans notre pays, c'est aussi dans ce versant-là. Il ne faudrait pas condamner quelqu'un parce qu'il est frère du président. Moi, je pense qu'il a un parcours logique. On l'a montré, on peut le redémontrer. Et d'ailleurs, les postes qu'il a occupés sont logiques. Quand tu es cadre de banque, c'est normal que tu sois trésorier, c'est normal que tu sois DAF. Quand tu es ministre des Affaires présidentielles, tu commences à rentrer dans des institutions comme le Conseil national de sécurité, gérer le renseignement, ça te familiarise avec les questions de défense. Donc en réalité, quand il arrive ministre d'État, ministre de la Défense, déjà la présidence, il s'occupe déjà des renseignements, il s'occupe un peu des questions de défense, il n'est pas perdu. Donc aujourd'hui, il est ministre d'État, il est premier ministre. Il a dû le montrer, le démontrer pour qu'il puisse avoir ce poste. Justement, revenant à ce poste, je suis plutôt tendance, cette fois-ci, Augustin Couillot, que pour moi, ça doit être une nouveauté, parce qu'en 1959, on est dans quelque chose de relativement différent, mais ce n'est pas non plus une exclusivité. J'ai regardé, il y a près d'une dizaine de pays, un peu plus d'une dizaine de pays dans le monde, y compris des pays comme la Belgique, comme le Canada, voilà, ici, où là-bas, on a même des vice-premiers ministres. Donc, c'est une question de management. C'est le président de la République qui est l'exécutif dans la Constitution ivoirienne. L'exécutif est composé du président, du vice-président du gouvernement. C'est un article clair de notre Constitution, laissez-moi le retrouver. Je ne suis pas juriste, donc je peux me perdre. Voilà, je crois. Ce ne sont pas les mêmes articles cités tout à l'heure par André ? Non, c'est l'article 54 de la Constitution. L'exécutif est composé du président, du vice-président du gouvernement. Il ne précise pas la nomenclature du gouvernement. Donc c'est le président de la République, en fonction de comment il veut manager, en question de quelles sont ses priorités, qui va mettre en place le fonctionnement de son gouvernement. Il estime aujourd'hui que pour que son gouvernement soit plus efficace, il faut qu'il y ait un vice-premier ministre, la fonction représentation, remplacement qui était déjà faite par le ministre d'État, à laquelle on peut ajouter, comme c'est le cas, je pense, en Belgique, une fonction coordination, c'est-à-dire aider le Premier ministre dans sa coordination de l'action gouvernementale. Ça peut être des répartitions de postes. De toute façon, quand on est un adjoint, quel que soit vous êtes, ceux qui ont des adjoints, en général, le rôle, la puissance et la fonction de l'adjoint est définie par celui qui détient le poste. Il peut décider que son adjoint regarde plus ici, regarde plus dans les armées, par exemple. Et en général, l'adjoint qui est plus proche des unités, quand le commandant en chef va plutôt regarder sur le supérieur, ils vont avoir une répartition, mais clairement sous l'autorité
sous la direction du Premier ministre. Je pense qu'il y aura quelque chose, à mon sens, une aide à la coordination. Coordination, vu son expérience, peut-être plus sur les questions de défense, de sécurité, parce qu'il y a un lot de ministères qui sont reliés à ces questions-là. Et ces questions peuvent toucher même des ministères comme les ministères de la jeunesse, de l'éducation, un peu surtout ces questions de sécurité. Il va plus aider, à mon sens, à cette coordination. Et lui, naturellement, il va prendre le pas de la coordination. D'accord, très bien. Alors, monsieur, je vous propose de voir justement ce sujet de la rédaction préparée sur la nouveauté, ce poste de vice-premier ministre, et un peu sur le parcours. Au final, le débat autour de Téné Birahima Ouattara dépasse largement sa personne. Il interroge notre rapport au pouvoir, à la compétence, à la loyauté et à la démocratie. Être le frère du président. Est-ce un handicap, un privilège ou un faux débat face au bilan et aux faits? En Côte d'Ivoire, une seule vérité demeure. La légitimité ultime vient du travail accompli et du verdict des urnes. L'avenir dira si cette nomination renforcera l'efficacité de l'État ou nourrira davantage les suspicions. À chacun de se faire son opinion, en dépassant les émotions pour regarder la réalité en face.